de l'Ouest Hurlant, le festival des cultures de l'imaginaire. Alors bonjour à toutes et tous, merci d'être en notre compagnie donc au festival l'Ouest Hurlant pour cette rencontre, un pour tous, tous pour un, ou en sous-titre pourrait-on rajouter comment faire un collectif j'essaie de reprendre le slogan de la Vilaine et je l'ai déjà raté. La revue dessinée en bande, merci, quel scandale. Il l'a déjà oublié. Donc merci à toutes et tous d'être là et d'être en compagnie donc de Loïc Gosset et Noé Monin, qui sont tous les deux membres du collectif donc de la revue La Vilaine, que vous trouvez devant vous sur la table. Noé est par ailleurs le dessinateur des Lames d'Abretagne et de 5 avril, en avant-première sur le festival que vous pourrez retrouver tout à l'heure à la librairie Le Fayère, sur le stand de la librairie Le Fayère. Donc tout nouveau titre sorti chez Dupuis. L'auteur n'a même pas encore ses propres exemplaires, il le voit quasiment pour la première fois. Donc profitons-en. Et donc aujourd'hui nous sommes ensemble pour parler de La Vilaine, une revue de bande dessinée qui est à son 3e numéro. Et Noé, la première question est pour toi, tu vas pouvoir prendre le micro. Et je te demandais, est-ce que tu pourrais expliquer à ceux qui ne le connaissent pas quel est le concept de La Vilaine ? Alors le concept de La Vilaine, c'était de rassembler les auteurs rennais pour faire une revue de bande dessinée sur la ville de Rennes. Donc on a gardé la ville de Rennes comme décor. Et toutes les histoires de bande dessinée qui se trament dans cette revue se passent à Rennes. Que ce soit de la fantasy, que ce soit de la science-fiction, que ce soit des récits, que ce soit du policier, que ce soit des récits contemporains, tout se passe à Rennes. Voilà, c'était vraiment le deal, on va dire, de ça. Donc, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre, Loïc ? Par essence, un collectif, quoi. Oui, c'est ça, par essence, un collectif d'auteurs autour de la ville de Rennes. Et donc, Loïc, justement, toi qui as fait vraiment partie des prémices, quel a été le déclic pour créer une revue qui a maintenant, on est à quoi, 3 ans d'existence à peu près ? Un peu plus, 4 ans, ouais. On a dû créer l'assaut au début 2018. Alors, aux origines du projet, c'est parti plutôt d'une double envie entre des vieux copains faisant de la BD du fanzina il y a une dizaine d'années, ayant envie de refaire un collectif ensemble, et l'envie plutôt impulsée par Lomig, qui est un auteur rennais, d'organiser des rencontres, enfin avoir un projet qui fédère un petit peu le petit milieu des auteurs de BD rennais. On s'est aperçu qu'il y avait pas mal de monde, et lui écumait un peu les festivals, rencontrant ici et là des auteurs rennais sans jamais les avoir croisés dans leur ville, dans leur fief d'origine. Donc on s'est dit, tiens, pourquoi pas créer des rendez-vous, en fait, se voir tous les mois, parler des projets en cours, et ça a donné, la rencontre de cette double envie, ça a donné ce projet. On s'est dit, autant qu'on bosse sur un projet commun, donc ça va être une revue collective, celle qui est là devant vous, et mais c'est aussi l'envie de se connaître et de créer un petit écosystème de la bande dessinée rennais avec des gens qui se rencontrent, qui boivent des verres et qui parlent des projets en cours. Et Loïc, toi que tu n'a pas encore publié de titre d'album chez un éditeur, contrairement à Noé. Qu'est-ce qui t'avait donné envie, toi, de rejoindre cette équipe-là, justement, n'étant pas encore auteur de bande dessinée ? Alors, l'envie de faire de la bande dessinée, figure-toi. Alors moi, je suis graphiste, pour le coup, je fais surtout de l'illustration, donc des travaux de prestation, quoi. Ce qui me va assez bien. J'aime bien, je fais de la BD depuis, je sais pas, une quinzaine d'années, je pense. J'ai toujours fait du fanzina. Et du coup, je suis assez à l'aise avec la thématique de la rencontre aujourd'hui, parce que j'ai toujours fait ça en collectif. C'est-à-dire que j'ai sorti j'ai eu quelques BD dans des collectifs qui ont été diffusés, quoi, chez des éditeurs. Mais j'ai jamais, la première BD que j'ai sortie chez Vide Cocagne à l'époque a été diffusée. Déjà, on était 2. C'est avec Fabien Groslo, on était déjà 2 auteurs. J'ai jamais planché tout seul sur un projet. Et je pense que j'ai besoin de ça, moi, à titre personnel, de travailler collectivement pour cette discipline de bande dessinée qui est mon petit précaré d'auteur que je fais pour le plaisir, quoi. Et toi, Noé, qu'est-ce qui t'avait donné envie de rejoindre le collectif ? L'appât du gain, d'abord, et puis ensuite, non, d'abord c'était quand je suis allé à la première réunion, c'était la toute première réunion avant même quand ils avaient lancé l'appel à projet, en fait. On était plus d'une centaine à la Marilis, donc ça faisait peur. J'étais là, oulala, dans quoi je vais m'engager, je sais pas. Puis de fil en aiguille, ça a commencé à
écrémé un petit peu. Le projet a pris forme. On a vu la revue naître petit à petit, et puis je me suis dit non, c'est une bonne équipe, j'ai envie d'en faire partie. Donc comme il restait un peu de place dans le premier numéro, bon, j'ai servi de bouche-trou au début. Et puis à partir du deuxième, j'ai rejoint l'équipe éditoriale. Ce qui m'a attiré dedans, c'est cette espèce d'émulation qu'il y avait autour de la bande dessinée dans sa ville en question, des gens que je ne connaissais pas, qui sont vite devenus des amis, autour d'un projet commun. Donc la revue de la Vilaine, quoi. C'est très important quand on est tout seul en tant qu'auteur de bande dessinée, puisqu'on travaille assez solitairement en règle générale, d'avoir une petite base d'accroche, on va dire sociale dans la ville. Et ça, c'est vraiment, c'était la meilleure façon de le faire en fait. Donc créer un projet collectif avec de la bande dessinée, pouvoir voir des gens, partager aussi ça avec d'autres gens. De donner des clés aux jeunes auteurs qui arrivent par derrière, ce genre de choses est vraiment très intéressante autour de la Vilaine. C'est ça qui m'a vraiment intéressé dans cette aventure collective. Et tu démarrais ta réponse sous forme de boutade en parlant d'argent, donc on va être vulgaire et on va parler d'argent, mais c'est un sujet qui est plutôt important. Un projet collectif tel que celui-là, une association, oui. Est-ce que vous êtes rémunéré, vous, auteur, pour être publié dans la Vilaine ? Maintenant, oui. Pour l'argent envoyé avec Loïc. C'est une sorte de passion chez moi. Alors, on a lancé ce collectif sur la simple idée de faire un projet cool à plusieurs. Il y avait, à la base, on ne pensait pas spécialement se rémunérer, on allait bien voir ce que ça donnerait. Et ça a été un succès assez vite, la Vilaine. C'est-à-dire que les libraires rennais, notamment, on les remercie, nous ont assez vite soutenus. Donc on a vendu pas mal de livres, aussi en passant par des campagnes de financement qui servent de préachat. Et dès le premier numéro, on s'est aperçu que en fait on avait un petit pécule, et donc on fonctionne sous forme de redistribution aujourd'hui. On sort un numéro, quelques mois après on fait un petit état des ventes, on garde de quoi imprimer le suivant en gros, un petit peu de marge, et tout le reste on le redistribue. C'est aussi le principe on est une structure associative, donc même si on a une activité commerciale, on n'est pas censé mettre de l'argent aux îles Caïmans, quoi. Et donc on redistribue tout. Donc là, on a commencé par se payer 50 € la page pour le premier numéro, puis 100. Là, on va augmenter encore pour le troisième, on espère. Donc l'idée, c'est on crée un projet collectivement parce que ça faisait plaisir à tout le monde de faire un truc ensemble dans les gens qui habitent dans la même ville. Mais ce faisant, on participait aussi un peu au statut un peu précaire d'auteur de BD, parce que de manière générale, quand tu fais de la bande dessinée ou dans les arts graphiques en général, assez vite, c'est un métier passion, donc en fait tu bosses souvent gratuitement, quoi. Et là, il s'agit d'un projet uniquement fait par des auteurs. En fait, nous, on assure la partie éditoriale bénévolement, donc l'enjeu, c'est que quiconque publie dans la Vilaine puisse être rémunéré. Ouais. On s'écarte légèrement de la Vilaine, mais on prend pour base, hein, mais peut-être de continuer 2 mots encore sur les rémunérations des auteurs aujourd'hui, pour avoir conscience peut-être de comment est-ce que sont payés les auteurs chez un éditeur aujourd'hui. Dessiner une page, produire une page, combien c'est payé ? Ça dépend de l'éditeur, tout simplement. En règle générale, en bande dessinée, on est payé en avance sur droit. C'est-à-dire qu'on va voir un éditeur qui va évaluer le projet qu'on lui présente ou qu'il nous présente. Il va calculer combien de bouquins il va devoir vendre, et on a une avance sur droit, c'est-à-dire que généralement il calcule un petit peu combien il faut pour travailler sur 1 an, c'est-à-dire le fait de travailler sur un album. Donc on touche, quand c'est un bon éditeur, on touche à peu près 15 000 € d'avance sur droit qu'il va falloir rembourser après à cet éditeur-là, avec un pourcentage sur notre pourcentage de vente. Donc généralement c'est 8% du prix de vente. Pour les 2 auteurs. Potentiellement, pour toute l'équipe, auteurs, pour les auteurs. Voilà. Du coup, ça fait un peu moins pour les dessinateurs. Enfin, généralement, on scinde en deux. Soit on scinde en deux, soit on fait 70, 30 pour le scénariste et 70 pour le dessinateur. Et à partir de ce petit pourcentage-là, on rembourse petit à petit l'éditeur qui nous a fait cette avance sur droit. Si le bouquin ne marche pas, c'est un pari de l'éditeur, c'est-à-dire qu'on ne lui doit rien. C'est son boulot à lui de vendre le bouquin derrière, et on se rembourse généralement à partir de 20 000 exemplaires vendus. Donc c'est très 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 important. Il est
il est très fréquent qu'on ne rembourse jamais cette avance sur droit, parce que la bande dessinée en ce moment, si autant on en parle beaucoup, nous on n'est pas forcément, on rentre pas forcément dans nos frais en fait en faisant ce genre de truc. Il faut vraiment qu'il y ait un succès immédiat pour qu'on puisse vendre 20 000 exemplaires tout de suite, ou alors qu'on ait un suivi éditorial derrière. Alors maintenant, il y a d'autres possibilités. Il y a les forfaits qui sont arrivés aussi sur la table, avec l'arrivée du blog BD. Et donc les éditeurs qui sont allés voir, les auteurs de blog BD, qui ont récupéré les travaux qu'ils faisaient sur les blogs, donc gratuitement à la base, et puis après qui ont proposé un forfait à ces auteurs-là, en disant par exemple, on va vous donner une avance de temps, et comme le travail est déjà fait, vous serez remboursé plus vite. Donc on est passé de 15 000 € pour un bouquin à 3 000. Merci Delcourt. Et du coup, on était là, les prix ont commencé à être pétés en deux, petit à petit, sur tous les trucs. Donc après, nous, les auteurs en question, enfin les auteurs un peu plus qui étaient là avant, on a essayé de vendre notre bouc gras en fait, en essayant de survivre dans les prix qui fondaient comme neige au soleil. En règle générale, tous les enfants on se parlait, on passait. Il est pas comment dire. Il n'est pas impossible quand on commence dans le milieu qu'on propose à la place de proposer des trucs à 15 000, on arrive à 7 500, 8 000. C'est très compliqué pour un an de boulot, hein, je précise. Donc c'est très aléatoire. Donc voilà comment ça fonctionne en ce moment. Le petit monde de la bande dessinée. Le grand avantage maintenant avec notre époque, c'est qu'on a les réseaux sociaux, donc en tant qu'auteur, on parle beaucoup plus facilement entre nous. On essaie de péter un petit peu le côté on ne parle pas d'argent entre nous, parce que sinon c'est pas bien de parler d'argent, tout ça. Non, au contraire. Il faut qu'on se parle en tant qu'auteur, et surtout qu'on se dise à combien t'es payé toi, pour savoir à peu près combien chacune et chacun touche sur ce machin-là. C'est vraiment le seul truc qui arrive à contrecarrer un peu les plans de certains éditeurs, où ils comptaient sur le fait que les auteurs ne parlaient pas entre eux en fait, et puis accepter des trucs petit à petit et tirer le milieu vers le bas en fait, tout simplement. Et ce qui nous permet aussi de remettre en contexte, j'ai envie de dire, l'initiative de la Vilaine, puisque si on fait 2 secondes de mathématiques un peu simples, imaginez un projet à 10 000 €, de 100 pages, on est sur la page à 100 €, payé par un éditeur professionnel. Aujourd'hui, la Vilaine, en voulant être à 150 € la page, de toute façon, vous êtes déjà, en tant qu'associatif, presque plus vertueux que bon nombre d'éditeurs aujourd'hui. Oui, clairement. Bon après, on ne parle plus beaucoup de prix page dans le milieu maintenant que donc le forfait est arrivé. Mais avant, c'est vrai que on calculait ça comme ça, c'est-à-dire qu'on calculait à peu près le prix à la page, et puis on multipliait selon le bouquin. Ça se fait toujours chez Dupuis. Pour 5 avril, je suis payé 270 € la page, dont 100 € de fixe. C'est-à-dire que c'est un truc que je ne rembourse pas à l'éditeur, c'est une sorte de petit salaire qu'on me donne directement. Le fixe se fait encore, il faut le dire, même si les éditeurs disent que ça ne se fait plus. C'est juste parce qu'ils se remboursent plus sur ce fixe-là, mais il faut le dire, le fixe existe encore dans le milieu. C'est bon à le dire. Et on peut l'exiger en tant qu'auteur quand on demande, quand on va voir un éditeur en fait. On peut demander du fixe. C'est possible. Merci pour ce petit intermède autour de la rémunération, mais qui est aussi une des particularités de la Vilaine. Et pour rester dans l'univers, Loïc, pour rester dans l'univers des magazines sur la bande dessinée, sur le territoire breton, alors on va compter une Bretagne à 5 départements, j'espère que je n'offenserai personne. Brest avait sorti Casier. Nantes avait eu des expériences comme Professeur Cyclope, qui sont soit des revues, soit des espaces d'expérimentation numérique pour Cyclope, ou Nantes a Vite Cocagne, par exemple. Qu'est-ce qui fait que il ait fallu attendre finalement, donc il y a 4 ans, 2018, pour qu'à Rennes, une initiative un peu structurée émerge, une nouvelle revue émerge. À quoi tu attribues toi ce petit décalage ? Principalement un timing quoi. Il y a eu sur Rennes. Alors Rennes ça a toujours été très riche. Il y a beaucoup d'éditeurs alternatifs. Il y a plein de fanzines. Il se passe plein de trucs. C'est pas mal de gens qui font des choses un peu dans leur coin.
Il y a quelques années, on avait le festival Périscopage, hein, donc c'était aussi très structuré. Il y avait pas mal de choses. Et c'est une époque aussi où les auteurs se voyaient. C'est-à-dire que les quelques anciens dans la Vilaine ont connu cette époque-là où régulièrement, pareil, ils se rencontraient, ils parlaient de leurs travaux en cours. Il y a l'atelier, on peut citer l'atelier Pépé Martini aussi, qui est à Rennes au nord. Ou idem, c'est des espaces de rencontre. Donc il se passe des choses. Nous, on arrivait à un moment où il y avait peut-être un peu moins de rencontres entre des publics qui se fréquentaient pas forcément. Quand je parle de public, c'est des gens qui pratiquent la bande dessinée, mais qui restaient un peu sous forme de tribu. Disons qu'on arrivait avec un truc très ouvert où on pouvait mettre plein de choses dedans. Une des spécificités de la Vilaine, c'est d'avoir beaucoup de représenter pas mal de types de pratiques de bande dessinée. On a des choses très expérimentales, comme des choses qui peuvent être très mainstream. Et proposant cet écrin-là, je pense que ça a permis à pas mal de petits mondes de se rencontrer. Et c'était un moment où il y avait, en tout cas, en fait, moi, j'ai pas trop de clés pour savoir pourquoi ça a fonctionné, pourquoi les gens étaient en attente de ça. Mais c'est sûr que devait y avoir un manque. Enfin, on arrivait au bon moment, quoi. Et donc Noé tout à l'heure disait que vous êtes la première réunion, la toute première réunion, c'était environ une centaine de personnes. Qui était là quel type d'artistes, d'auteurs étaient présents à ce moment-là? Bien, les meilleurs. Hein. Les chiffres varient hein, sur cette centaine de personnes. Alors là, on parle de 200 parfois. C'était selon les organisateurs en même temps, c'est normal. C'est ça. Alors qui était là, je ne saurais trop dire. Il y a eu beaucoup de curieux en fait. Hein. Alors nous on a convoqué nos réseaux respectifs. Donc à l'origine de ce projet, il y a moi, Lomig, Maryse Berthelot et Chloé Gouiner qui est journaliste. Et puis on a activé nos réseaux de gens qui viennent soit de l'illustration, soit du graphisme, soit de la bande dessinée. C'est aussi une des spécificités du projet. Il n'y a pas que des gens qui font exclusivement de la bande dessinée dans cette revue. Donc c'est peut-être aussi pour ça que ça a créé du monde tout de suite à cette fameuse réunion. Étaient là les curieux, hein, on a pas mal de monde qui était là à cette première réunion, qui n'ont jamais forcément participé au projet. La Vilaine, c'est aussi une espèce de communauté maintenant. C'est vrai qu'il y a, sur le dernier numéro, on est une cinquantaine d'auteurs et d'autrices. 3 numéros confondus, on comptait 70 personnes. Si on compte la communauté un peu plus large, aussi avec des auteurs qui parfois viennent nous rencontrer, on doit être sur le 150, je sais pas. C'est beaucoup de curieux qui s'intéressent au projet de près, de loin, qui participeront peut-être dans 2 numéros, qui ont participé au premier, qui ont pu participer après. C'est très ouvert. C'est très hétéroclite. Il y avait aussi, comme on a pas mal d'écoles artistiques aussi sur Rennes, il y a pas mal d'étudiants qui viennent nous voir pour essayer de voir s'ils peuvent se faire publier dedans. Donc voilà, c'est d'où les réunions qu'on fait le premier mardi ou mercredi du mois, généralement, toujours à la Merlis, où on rencontre les gens qui veulent publier en fait dans la Vilaine. Et après on leur dit si c'est bon ou pas, ça fait un peu l'équivalent des rencontres pro amateurs qu'on a à Saint-Malo par exemple. Ils viennent avec leur projet, on avise et puis on leur dit écoute ça tu peux retravailler ça, sinon ça c'est bon, ça tu pourras être dans le prochain numéro, ça peut-être dans le prochain d'après parce qu'après il y a un peu d'embouteillage en ce moment. Et du coup on a voilà un peu comme il y a vraiment de tout et n'importe quoi qui vient nous voir ouais. Et c'est vraiment bien. Merci pour les n'importe quoi. Ouais. On remercie les n'importe quoi qui viennent voir régulièrement la Vilaine. Et est-ce qu'il y a un enjeu à capter des grands noms? Donc si vous l'ignoriez, la couverture du 3e tome est signée par Zanzim, qui a eu un petit succès, paraît-il, avec un album un peu inconnu qui s'appellerait Podum, que peut-être vous avez vu passer si vous avez vraiment été très curieux. Est-ce que c'est un enjeu d'avoir aussi, entre guillemets, les grands vendeurs de Rennes, hein, les artistes qui vendent beaucoup dans la revue, est-ce que ça se pose? Un enjeu, je sais pas. Un grand gag avec Regat Satouf, oui. Et à part ça, non. Est-ce que on mettrait ça? C'est pas un enjeu, c'est un bonus. On a quand même proposé pour la couve du 3, l'idée de proposer à Zanzim, c'était quand même lié au fait que c'est un nom connu, quoi. C'était pas spécialement un enjeu commercial. Zanzim, il était là à la première réunion, typiquement, c'est quelqu'un qui suit le projet. On va pas aller voir un auteur qui vend des palanquets d'albums juste au titre du fait que c'est un auteur à succès. C'est pas trop l'essence du projet, on fonctionne pas trop comme ça. Après, oui, le fait d'avoir Zanzim en couve, on était content. Ça fait un petit coup de projecteur qui est chouette. Typiquement,
Sans rien divulgacher sur la prochaine couverture, ce sera peut-être quelqu'un qui a jamais fait d'album de BD, quoi. Super. Parlons un peu justement de la revue pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore lu. Est-ce que tu pourrais nous dire, Loïc, comment elle se structure? Comment est-ce que vous trier les nombreuses histoires qu'on vous propose chaque mois? Ouais, alors on reçoit beaucoup de choses très diverses, comme Noé l'expliquait en introduction. Nous, on n'impose qu'une contrainte de décor, qu'un contexte, à savoir la ville de Rennes. Là-dessus, on nous envoie des chroniques sociales, de l'humour, de la science-fiction, il y a un petit peu de tout. Donc on a adopté un fonctionnement au premier numéro qu'on a gardé depuis. L'idée, c'est envoyez-nous ce que vous avez envie de raconter, nous on va organiser une revue avec ça. Donc pour l'instant, et ce qu'on tient à peu près, c'est qu'on fait un système de rubriques. En gros, on met l'humour avec l'humour, la science-fiction avec la science-fiction. On a aussi une rubrique qui s'appelle Rennais, qu'on fait depuis le début, qui est un peu plus expérimental, mais en tout cas qui demande un peu plus de boulot, vu que les uns et les autres vont travailler avec les mêmes personnages, c'est des histoires qui se répondent un peu plus. Donc celle-ci est un peu à part, on peut pas trop la comparer aux autres, ça demande un peu plus de C'est un peu une forme de cadavre exquis, quelque chose de ce ordre-là. C'est un cadavre exquis prémédité, quoi. On laisse les gens faire ce qu'ils veulent avec les personnages, mais on essaie de faire en sorte que ça se tienne, donc c'est pas tellement un cadavre exquis. Après, on tente plusieurs formules à chaque fois. Sur le prochain, c'est entièrement scénarisé à l'avance, quoi. Du coup, c'est notre petite rubrique entre la récré et l'essai. C'est un excellent moyen d'intégrer des gens qui n'ont jamais fait de BD, d'ailleurs, cette rubrique-là, parce que c'est très structuré. On est capable de fournir un storyboard prêt à dessiner à quelqu'un qui a besoin de ça pour se lancer. Et pour répondre à ta question, j'y ai répondu. Voilà. On a un système de rubriques. Ouais, on a une organisation thématique, disons. Et quelle est la place, comme on est dans l'Ouest hurlant, a quand même une grande, thématique autour des univers de fantasy ou en tout cas des univers de l'imaginaire. Quelle est la place justement dans la revue pour cette tendance-là? Est-ce que c'est une revue plus du réel ou est-ce que vraiment il y a possibilité de jouer avec tous les genres? Non, on a une rubrique spéciale en fait dans la revue qui s'appelle Horizon, où là on met à peu près tout ce qui est les imaginaires en fait, donc que ce soit de la science-fiction, que ce soit du fantastique, de la fantasy, etc. Tout va dans cette rubrique-là. Et après, il y a aussi une rubrique humour. Là, pareil, s'il y a du fantastique et de l'humour, ça va plus être dans cette. Donc ouais, non, on est vraiment, on ouvre la revue à tous les thèmes possibles imaginaires et imaginables. Et du coup, l'imaginaire a entièrement sa place dans la revue, évidemment. Maintenant qu'on est au 3e numéro, Noé, tu as regardé le premier, tu as participé activement éditorialement au 2 et au 3. Mmh. Est-ce que vous avez vous-même évolué au fil de ces éditorialement parlant? Est-ce que ce qu'était La Vilaine au premier numéro, est-ce que c'est exactement la même chose ou est-ce que vous avez bougé entre-temps? On a bougé, oui. Ça reste c'est un excellent laboratoire en fait cette revue. Donc ce que nous auteurs on n'ose pas faire dans un projet, on va dire plus professionnel comme une série chez Dupuis ou Casterman, on va le faire dans cette revue là. C'est-à-dire on va tester des techniques, on va tester des façons de raconter, c'est un excellent laboratoire pour ça. Donc oui, évidemment, les BD que j'ai présentés à titre personnel dans le premier numéro et celles que j'ai présentées dans le 3e n'ont rien à voir graphiquement parlant. Donc il y a une évolution, il y a une volonté de recherche de techniques dedans. Et même au niveau des personnes qui nous accompagnent, eux aussi ont évolué vachement là-dessus. Ouais. Pour te répondre d'un point de vue vraiment éditorial, hein, disons que on peut quand même dire que ça s'est un peu professionnalisé. Alors le premier numéro, on a dû mettre 1 an et demi, presque 2 ans à le faire, à le boucler. Donc on partait de rien. Il s'est quand même passé un truc entre le premier et le deuxième, en termes de niveau des récits à l'intérieur, même l'objet s'est un peu transformé. Donc le 2 et le 3 se tiennent à peu près. Donc nos niveaux d'exigence sont un peu montés forcément avec l'afflux de projets qu'on nous propose. On essaie de rester vigilant à être très ouvert à des nouveaux auteurs qui n'auraient jamais publié, même des gens qui auraient besoin de travailler. En fait, c'est un bon moyen aussi de progresser, quoi. Parce que ça te donne un cadre, une contrainte, ça t'oblige à te confronter au regard de tes pairs. Donc, faut qu'on soit vigilant à ça, en fait, de pas rester dans un petit précaré de gens très chevronnés à la discipline. Mais oui, si le projet a un peu évolué, il est passé d'un fanzine plus à une revue un peu pro, je trouve. Ce qui veut dire qu'entre le 1 et le 2, il y a des gens que finalement que vous auriez pas republiés en l'état
entre les deux premiers, ou en tout cas que vous avez... Ouais, je comprends la question. Ça, c'est difficile à dire. Je pense qu'on était beaucoup plus... on était plus souple sur nos attentes en termes de niveau de qualité graphique. On n'a jamais voulu que le dessin pur soit un critère excluant. On a toujours fait un peu gaffe à ce que les récits soient lisibles, intéressants. On voulait pas faire un truc de dessinateur pour les dessinateurs, quoi. On est un peu vigilant à ça. Après, aujourd'hui, je sais plus, j'ai plus les histoires en tête. Oui, on serait sans doute un peu plus sévère avec des choses qu'on nous a proposées pour le 1, ouais. Quel bilan est-ce que vous faites j'ai envie de dire, alors déjà de la revue sur ces 3 tomes? Est-ce que ça correspond les envies que vous aviez il y a 4 ans? Est-ce que c'est exactement ça que vous aviez envie? Est-ce que c'est encore mieux que ce que vous aviez envie de faire à l'époque? Qu'est-ce que vous en diriez l'un et l'autre? Pour ma part, en fait, quand on a lancé ce grand bazar, on n'avait pas spécialement d'ambition. Je te dis, moi, à la base, je voulais refaire un fanzine, quoi. Ça devait être un petit truc, donc c'est forcément mieux que ce que j'avais en tête. Là, aujourd'hui, on en est assez fiers. Moi, ça marche bien, les gens sont contents, on a un public qui nous suit. Éditorialement, on est content de l'objet. Donc moi, ça correspond plutôt à mes attentes aujourd'hui, ça poursuit là-dessus. Mais au départ, ça a quand même été une surprise. Le moment où on a décidé de passer on savait pas si on n'allait pas faire du noir et blanc à la base, hein, et le moment où on a transformé ça en dos carré collé, en espèce de MOOC, comme on dit, c'était là, oui, ça a clairement dépassé ce que je m'imaginais à la base, hein. Et donc dans les évolutions entre guillemets, ou en tout cas dans les événements vécus par la Vilaine, il y a tout de même eu une exposition à Quai des Bulles pendant le festival. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Est-ce que vous vous attendiez à vous retrouver comme ça dans le 2e plus grand festival de France? Alors là, non, c'était une vraie surprise. C'est Nicobi qui est un auteur rennais également, qui participe à la Vilaine depuis le début, qui nous a contacté un jour, qui nous a envoyé un mail en fait, hein, nous disant tiens, on vous proposerait bien une expo à Saint-Malo. Nous, on savait pas trop dans quoi on mettait les pieds jusqu'à ce qu'on se rencontre et qu'il nous explique l'ampleur du truc. On s'est aperçu qu'il y avait une surface de dingue et qu'on était parmi les 3 grosses expos de l'année à Quai des Bulles, quoi. Donc non, c'était une vraie surprise, un super coup de projecteur de leur part, enfin un gros coup de pouce, on les remercie encore. Et ils nous ont permis de faire un truc assez ambitieux on s'attendait pas à avoir à monter une expo pareille après 3 numéros, sachant qu'on est les uns et les autres pas spécialement scénographes. Enfin, il a fallu qu'on apprenne un peu. Il y avait un budget assez conséquent pour faire un truc cool. On s'est mis un peu la pression. Ouais. Il s'agissait de pas décevoir la confiance qui nous avait été accordée. Non, mais elle était dingue cette expo. On a vraiment mis les petits plats dans les grands et on s'est foutu de la pression comme tu dis, mais franchement le résultat, on était super fiers. Ouais, et donc c'était un super moment. Et ça s'est accompagné par ailleurs de la réalisation de la Gazette, oui. C'est-à-dire le fanzine de Quai des Bulles. Comment est-ce que vous avez vécu cet exercice? On l'a un peu intégré en fait en plus on l'a intégré un petit peu à l'exposition, puisqu'on travaillait au milieu de l'exposition et les gens pouvaient nous voir derrière une vitre. Et comment on l'a intégré, comment on l'a vécu. Enfin, c'était pas si difficile que ça. Franchement, on s'était mis une pression assez dingue en disant non, on va avoir une revue à faire chaque jour, il faut qu'on fasse ci, ça et ça. En fait, on s'est fait un petit chemin de fer et puis on l'a respecté chaque jour, et puis on a vraiment déconné avec ce truc. C'était très drôle, très 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 drôle à faire. Il y a eu des petits couacs évidemment d'imprimantes et de photocopieuses qui marchaient pas. Il a fallu aller partir en quête d'imprimantes pendant pas mal de temps. Donc, mais sinon en règle générale, non, ça s'est super bien passé. Ouais. Avec un moment en particulier très 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 émouvant où il nous manquait un auteur. Il y avait un trou dans la Gazette, et on demande à Nicobi s'il avait pas un bouche-trou de passage, et il dit si, on a Jean-Claude. Ok, d'accord, allez chercher Jean-Claude. Qui est Jean-Claude? On sait pas qui est Jean-Claude, mais va chercher Jean-Claude. Ok, puis là on voit Fournier arriver, et Fournier arrive, et puis il s'assoit, il souffle un petit peu, il nous regarde. Et puis il nous dit, les enfants, ce que vous avez fait là, c'est génial. Je n'ai jamais vu. Je viens de voir votre exposition, elle est superbe. Vous êtes la fine fleur de la bande dessinée, de la nouvelle bande dessinée. Si j'avais eu 20 ans de moins,
J'aurais participé avec vous, j'aurais fait le truc. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, allez-y, demandez-moi. Bon voilà, on était là, on était en pleurs parce qu'on s'y attendait absolument pas, et c'était un super moment, ouais, d'être adoupé par Fournier comme ça, sans qu'on l'ait demandé ou quoi que ce soit. Puis après il nous a fait un petit dessin, puis et puis il est reparti. Mais c'était vraiment chouette, ouais. Donc ce genre de moment était précieux, vraiment dans ce Saint-Malo, et on n'aurait pas fait la Gazette, on n'aurait pas eu Jean-Claude qui s'est venu. D'autant que Jean-Claude Fournier, alors pour celles et ceux qui éventuellement l'ignoreraient, donc est un des grands auteurs, qui est un des auteurs de Spirou, dans les années 70, qui a pris la suite de Franquin, juste, et qui est donc fait partie des figures référentes à Rennes, puisque pendant longtemps, son atelier à Rennes a été un objet aussi de transmission, tout à fait. Un espace où de nombreux auteurs se sont rencontrés dans ce lieu. Et c'est ça qu'il nous a dit en fait, c'était qu'on avait réussi à avoir ce petit côté transmission qu'il avait déjà fait de son temps avec son atelier. Donc c'était vraiment un bel hommage, vraiment très très content de ça. En parlant de transmission, de faire faire émerger des gens, est-ce que la Vilaine a permis à des auteurs qui jusque-là étaient soit amateurs, soit pas du tout publiés, a permis d'accéder justement à l'édition des éditeurs grand public? Qu'est-ce qu'on peut dire de ces parcours-là? Eh bien, oui. Je cherche des noms à citer, mais alors on avait soit des gens. Renan, Jop avait déjà un peu un pied dedans, donc on ne sait pas si c'est très lié à la Vilaine. En fait, c'est difficile de savoir si c'est grâce à la Vilaine ou non, vu que c'est quand même des projets assez différents, quoi. Un profil comme Renan, donc Renan Coquin, donc. Renan Coquin, ouais, qui est prof dans la vie et qui a toujours fait de la bande dessinée, pareil, en loisir, avec un niveau assez impressionnant graphiquement, quoi, et qui a très envie de faire de la BD depuis longtemps, qui sans doute avait pas, lui c'était sans doute une histoire de réseau là pour le coup, pas trop savoir à quelle porte taper. Donc le cas de Renan est assez révélateur. Lui typiquement, effectivement, la Vilaine a été un vrai tremplin vers l'édition. Et il vient d'annoncer un livre chez Des Ronds dans l'eau, ça je me trompe pas? Ouais, et un autre chez Delcourt aussi. Et il est sur un autre projet aussi, ouais. La Vilaine a créé un monstre. Il ne s'arrête plus. Mais donc il y en a sans doute d'autres. Hein. Là, on a son exemple à lui qui nous vient en tête parce qu'il fait partie du comité éditorial avec nous et que c'est quelqu'un de proche, quoi. J'espère que pas mal de gens, quand auront publié leur premier récit dans la Vilaine, ils prendront goût. Enfin, j'espère. C'est toujours difficile. S'ils en ont envie, en tout cas, si c'est un rêve et un projet, au contraire, c'est très flatteur. Ce petit objet expérimental où, comme le disait Noé, c'est aussi l'occasion de s'amuser un petit peu. Il y a pas grand enjeu, quoi. Donc on peut essayer de nouvelles choses. Si ça sert à débloquer certaines situations pour basculer sur des projets plus copieux en temps, c'est génial. Et quel regard porte aujourd'hui le milieu de la bande dessinée sur la Vilaine? Parce que il y a du monde sur le marché. Je parlais de Casier à Brest. Il y a l'épicerie séquentielle à Lyon, par exemple. Donc il y a un modèle de livre régional qui s'exporte bien. Est-ce que vous avez une idée de comment est-ce qu'il y a des gens qui viennent regarder justement la Vilaine? Les retours qu'on a, ils sont pas mal liés à notre expérience Malouine, effectivement, où là on avait une expo, donc on était très visible. On a pas mal de monde qui sont venus nous voir au stand dans la foulée. Alors, soit des amateurs de bande dessinée, soit des gens du secteur du livre. Et on a plutôt des super retours. Enfin, en tout cas, le projet, encore après 3 numéros, dégage une espèce de fraîcheur et d'émulation collective et d'enthousiasme qui, je crois, plaît. Enfin, c'est ce qui nous plaît à nous aussi. Et ça donne quand même une revue assez copieuse, avec beaucoup de pages, pas mal de gens talentueux à l'intérieur. Donc j'ai l'impression qu'on convainc assez, et ce que ça renvoie comme énergie à l'extérieur pour les gens qui sont dans le game BD, c'est assez séduisant, ouais. J'ai l'impression, du moins. Il faudrait leur poser la question à eux. Je sais que la Vilaine sert assez potentiellement de catalogue aussi d'auteurs à certains éditeurs, c'est-à-dire qu'ils viennent prendre la Vilaine pour repérer des jeunes auteurs et des jeunes talents. Ça, c'est un fait. On espère qu'ils seront nombreux du coup à en profiter. Est-ce que vous pouvez commencer à nous en dire un petit peu plus du 4e numéro? Je sais que il est au travail. Pour quand est-ce qu'il est prévu, et est-ce qu'il va y avoir des nouveautés, des innovations? Comment est-ce qu'il va être par rapport à ce numéro 3? Alors oui et oui. Oui et oui, merci.
Thank you. Non, qu'est-ce qu'on peut dire? Même système. On va voir, puisqu'on est dans un contexte où on parle de culture de l'imaginaire, on a une rubrique Horizon, donc évoquer Noé, qui va être assez copieuse. Donc on a pas mal, la part belle va être faite au récit de l'imaginaire. Quoi dire d'autre? On accueille des nouveaux. On fait un petit pont, tiens, la fameuse rubrique Rennes-Rennais que j'évoquais. On a eu l'idée d'inviter nos amis nantais sur cette saison. Donc on a construit un scénario qui va se passer entre Rennes et Nantes, et donc on va avoir quelques invités du 5e département qui vont travailler avec nous. Puis pour C'est le beau reste, de faire des passerelles, de créer des passerelles. J'appelais ça une main tendue entre les peuples, voilà, dans le mail de recrutement. Et alors pour le coup, est-ce que tu peux en dire un peu plus sur les auteurs qui nantais? Ou est-ce que juste qu'il va falloir regarder du côté de Wittkokkijn, j'imagine, ou de Roukmout peut-être, qui sont les deux éditeurs nantais. Ouais, Wittkokkijn forcément, vu que c'est des copains, mais on va garder la surprise sur les quelques personnes qui ont eu envie de participer à l'aventure avec nous. Il y a aussi des alors à Nantes, il y a une grande maison qui s'appelle la Maison Fumetti, qui est un lieu dédié à la bande dessinée. Donc il y a eu une volonté des pouvoirs publics là-bas de créer un lieu dédié à ça. Donc il y a une médiathèque, il y a des résidences, il y a un atelier avec des jeunes auteurs. Donc ça c'était aussi c'était un vivier de talent parfait pour nous, notre recrutement de Nantais. Et je sais qu'ils ont une sorte de Vilaine est en train d'être créée aussi à Nantes sur un modèle plus comme ça de revue, plus que ce qu'était Professeur Cyclope, quoi. Et côté Rennais, est-ce que tu pourrais déjà donner quelques noms de gens qui devraient être là si ils ont bien entendu il ou elle finit leur planche à temps On est au stade éditorial là où c'est un peu dense, donc des gens sûrs avec des projets finis, on n'en a pas encore énormément. On sait à peu près, on est en train de finir le chemin de fer. Je sais pas, t'attends un nom un peu fracassant des gens qui n'auraient pas publié jusqu'ici? J'ai pas en tête. Ou au pire, quelle signature on retrouve? En réchauffé, qui vont être dans les inénarrables, Ouais. dans les habituels, on va retrouver Nicobi, Gad, Noé Monin, toute la clique. Est-ce que tu as en tête, toi, des nouveaux noms qui nous rejoignent potentiellement? Benjamin Beneteau. En fait, on a des nouveaux, mais qui ne sont pas rennais. On a épuisé tout le parc auteur rennais. Allez, on peut le citer, Riyad Satouf. On a une blague avec Riyad Satouf, qui est un auteur rennais assez connu, pour le coup. Et qu'on essaie de faire venir dans nos pages depuis des plombes, moyennant des blagues sur les réseaux. À l'expo, on avait un petit flyer Wanted Riyad Satouf, si vous le croisez, mettez-le en relation avec nous. On sait qu'il l'a eu entre les mains, il nous a jamais recontacté depuis. Si, dans vos cercles d'amis ou dans vos familles, quelqu'un connaît bien Riyad, on cherche toujours à entrer en contact avec lui. Voilà pour répondre à ta question en bottant en touche. C'est joliment fait. On apprécie le geste. On va arriver sur la fin de cette rencontre. Est-ce que, avant qu'on va pouvoir retoucher deux mots, on profitera, Noé, pour parler un peu de tes livres, tant qu'à faire, puisque toi, ils sont publiés, ils sont dispo. Tant qu'à faire, on va essayer de donner envie aux gens de venir doublement te voir. Au stand de la Vilaine. Au stand de la Vilaine et au stand. Est-ce que parmi vous, certains souhaiteraient profiter de poser des questions sur ce dispositif un peu particulier, sur cette revue qu'est la Vilaine? Oui, allez-y. Merci pour cette présentation. Je vais parler fort. Oui, je préfère. Ok. Merci. Merci pour cette présentation. Ça donne des idées. J'aime bien l'idée de se rassembler entre auteurs d'une même ville, d'avoir un lien social pour justement un loisir ou une passion ou un métier qui est assez solitaire. Et puis aussi l'idée de mettre en valeur une ville à travers la bande dessinée. J'aime beaucoup l'idée. Et ça donne envie aussi peut-être de prendre des idées, peut-être de l'exporter dans une autre ville. Qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui n'est pas à Rennes, qui est dans une autre ville, qui constate que il n'y a pas trop de réseaux, ou alors il les connaît pas de bande dessinée, et qui voudrait à minima juste rencontrer ses pairs, et puis après pourquoi pas faire des projets en commun. Vous feriez quoi demain? C'est rigolo parce que je parle fort aussi. Parce que j'ai répondu à ce genre de questions pour le fameux Nantais qui veut lancer cette revue. Ils ont déjà des réseaux. Je pense que la clé de tout pour démarrer, c'est de déjà rencontrer quelques personnes, quoi. Faut créer une communauté avant tout. Une fois que vous êtes 5, 10 à vouloir avoir un projet commun et faire des trucs,
ça va relativement vite. Nous, on a commencé avec des événements Facebook, tu vois, en contactant nos copains. Tout ce l'impulsion là-dedans, l'énergie qui est nécessaire à ce boulot, parce que c'est assez titanesque comme boulot, titanesque, les mots sont lâchés, j'ai vu un peu fort, mais c'est beaucoup de travail bénévole, parce que en fait, si on arrive aussi à payer les auteurs, c'est on est éditeur bénévole, tu vois, on déplace le problème. Si pour que les gens aient envie de collectivement injecter de l'énergie, il faut se rencontrer, il faut se voir, ça marche pas, et ça passe par des rencontres physiques. Je suis pas sûr que l'impulsion sur les réseaux uniquement soit suffisante. Je pense, en tout cas, à mon avis, le point de départ de toute initiative collective comme ça, c'est se rencontrer et d'avoir un petit noyau dur et faut en permanence essayer de faire venir d'autres mondes et avoir l'air ouvert aussi, ça c'est hyper important. Faut pas que ça ressemble à un projet de copains à 6 et dans lequel c'est pas trop t'intégrer. Et ça c'est assez difficile, nous-mêmes on y est confrontés, on a pas mal de mal à trouver de nouveaux coups de main, parce qu'on peut renvoyer de l'extérieur sans doute l'image d'une petite communauté qui se connaît bien et que c'est difficile à intégrer. Ça c'est hyper important en permanence renvoyer l'image de quelque chose de très ouvert et d'intégrer des nouveaux et c'est un vrai boulot, ouais. Je réponds à ta question. Ouais. Donc avant de passer la parole, je voudrais rebondir justement. On a été hyper positif jusque-là. Donc maintenant, allons gratter un peu derrière. Est-ce que la piste est lancée, il y a une opportunité, je rebondis dedans. Est-ce que justement, est-ce que cet exercice collectif, est-ce que pour vous, il y a eu des tensions aussi à certains moments dans la revue, ou est-ce que globalement, long fleuve tranquille et la fusée a décollé, tout s'est bien passé? C'est inévitable. Dans les dynamiques de groupe, on dit toujours qu'il y a une phase de lune de miel, hein, et ensuite tu commences à rencontrer les premiers heurts. Nous, on s'est engueulés plein de fois, bien sûr. On a un forum, on a un outil qui s'appelle Slack, qui est une espèce de forum en ligne. Ça a été le théâtre d'empoignades assez féroce. Mais après, c'est aussi qu'on entretient ce truc-là. On est une bande de copains maintenant. Tu vois, on fait des fêtes ensemble, on fait des jours de l'an décalés ensemble. C'est inhérent à une bande d'amis, en fait. Donc bon, c'est à la limite, c'est sain, quoi. On a parfois des prises d'opposition assez fortes sur ce qu'on veut faire du projet. Et ça passe par de la discussion, parfois animée, mais la Vilaine est toujours le fruit d'un consensus, quoi. On n'a jamais eu à... et moi, j'y tiens assez... j'aimerais pas qu'on arrive à voter à main levée un jour pour prendre une décision, quoi. Je préfère qu'on s'engueule 3 semaines et qu'on finisse par identifier un consensus et voir si ça met quelqu'un du collectif en danger qui veut se retirer parce qu'il est contre cette décision. On trouve des solutions, ou alors ça veut dire qu'il faut pas le faire, tu vois. Donc on fonctionne comme ça, mais oui, bien sûr qu'on s'engueule, évidemment. Quel bonheur. Mais donc cette idée du consensus est un élément important pour répondre manifestement, enfin dans votre perception. Nous on a bien fonctionné comme ça. Après j'imagine qu'il y a plein de fonctionnements différents. Hein. Je sais pas si t'as en tête de créer un truc similaire, hein, mais ce sera sans doute un mode. Ça ressemblera sans doute pas beaucoup à la Vilaine dans son fonctionnement interne. Mais c'est le lot de tout projet associatif. Ça dépend des gens qui sont autour de la table. Chacun bah ouais, c'est ça. C'est vraiment une synergie. Donc nous, ça s'est passé comme ça parce qu'on est ces personnes-là. Je pense que oui, ça va être très très différent dans n'importe quelle autre initiative. Donc il y avait une deuxième question ici. Si tu veux, Sarah, peut-être transmettre le micro. Déjà, je vous remercie d'avoir fait cette conférence parce que c'était super intéressant. Et en fait, vous avez parlé beaucoup de la forme, mais je voulais poser une question sur le fond. En fait, est-ce que pour les histoires, il y a certaines histoires ou certains auteurs qui se réunissent pour faire des histoires communes avec un fil rouge, avec des personnages qui reviennent en commun, etc. Ou si vraiment chaque auteur bossait dans son coin, faisait sa propre histoire à lui. Et je voulais savoir du coup si vous avez déjà eu quelques personnes qui voulaient faire un projet en commun avec une histoire qui se suit un petit peu avec des mêmes thèmes communs, etc. Ta question tombe à pic puisque j'ai 2 réponses à ça. Il y a une rubrique complète dont Loïc parlait qui s'appelle Reine Rennes, qui est donc exactement ce que tu dis, c'est-à-dire on a un fil rouge, donc généralement c'est une enquête policière, et dans chaque numéro on retrouve les mêmes personnages qui ont fait partie de ce petit univers qui évolue au fur et à mesure avec les numéros. Moi de mon côté je vais amener un nouveau projet avec Benjamin Bonetto qui va amener un univers aussi dans la Vilaine. On va essayer d'amener un autre univers dans la Vilaine, plus un côté humoristique avec des personnages, avec un fil rouge, avec
avec des aventures qui seront centrées sur le milieu, sur la scène musicale rennaise. Parce qu'on n'avait pas encore parlé de la scène musicale rennaise, donc on va essayer de traiter ce thème-là dans ce projet-là. Donc oui, c'est tout à fait possible. Eh ben, merci d'avoir répondu. Je complète sur le Salon 3, du coup. On a une autre rubrique collective où ça fonctionnait pareil sur un système de boucle. Tu vois, chaque fin était la même pour les différents auteurs. En fait, on est très ouvert. Enfin, moi, à titre personnel, j'aime beaucoup ce genre de pratique collective au sein d'une revue collective. Je suis pas très client en fait de récits qu'on rassemble à la fin pour faire un collectif. À chaque fois qu'il y a des initiatives pour bosser ensemble, même si ça peut être un peu bancal, parce que c'est moins facile. En gros, je préfère, vu qu'on est assez ouvert à ça, c'est chouette, c'est l'essence du truc, quoi. Est-ce que quelqu'un souhaite encore une question ou deux avant que je me mette à faire un peu de promo pour Noé. Alors, pour en profiter du coup et n'hésitez pas si jamais vous avez envie de rebondir. Donc Noé, comme je le disais, tu as deux séries disponibles et donc tu vas dédicacer tout à l'heure. Donc d'abord sur le stand de la Vilaine, puis à la librairie Le Fayère. Donc Les Lames d'Apretagne qui était chez Casterman. Et donc là, tu viens tout juste de sortir 5 avril. Est-ce que tu peux juste peut-être nous pitcher le livre? Hop, voilà. Loïc va faire la démonstratrice. Alors, 5 avril, c'est une nouvelle série qui donc sort chez Dupuis sur une initiative de Michel Bussy, donc le romancier, qu'il signe avec Fred Duval, donc le scénariste de bande dessinée, donc qui ont déjà travaillé sur, Fred avait déjà travaillé sur des adaptations de romans de Michel, donc Affaire Noire notamment, entre autres, Un avion sans aile également chez Glénat, et pour une fois, c'est un récit qui n'est pas une adaptation d'un roman de Michel, c'est une aventure et un récit original, donc directement fait pour la bande dessinée. Donc on va dire que c'est la première bande dessinée de Michel Bussy. C'est un projet qui traînait longtemps dans ses cartons parce que Michel aime beaucoup la bande dessinée, aime beaucoup le média et avait envie de se mesurer à ça, on va dire. Et donc on m'a proposé ça il y a 2 ans et j'ai accepté quasiment tout de suite parce que ça faisait, tous les thèmes qui me sont chers sont dedans, à savoir un récit historique proche du Moyen Âge, donc à la Renaissance, un héros assez charismatique et de l'escrime, vraiment un truc de KPDP, d'aventure KPDP vraiment intéressant à mettre en scène. Ça raconte donc l'histoire de 5 avril, qui est un orphelin qu'on a trouvé un 5 avril, donc on l'a appelé. Ça tombe vachement bien quand même. Voilà. Et qui deviendra l'élève de Léonard de Vinci sur ses derniers jours, ses dernières années. Et on va se rendre compte que autour de 5 avril, une sorte de, il a un destin assez chargé, on va dire, secret et assez chargé. Comme Michel Bussy est un romancier donc très porté sur les thrillers et les policiers, on retrouvera ce genre de mystère tout autour de ce personnage-là, autour de ses origines entre autres. Donc c'est une quête d'origine, sur ses origines en fait, pour trouver qui il est et qu'est-ce que ça va engranger, on va dire, dans ce début de Renaissance. Et c'est un personnage qui a existé ou c'est une pure création? C'est une pure création. Pure création. Donc le lien avec de Vinci, pure création. C'est une pure création. Alors on retrouve pas mal de personnages historiques quand même parce que donc ça a été bien on va dire intégré dans l'histoire avec un grand H. Et après on va croiser des personnages comme le chevalier de la Trémoille qui a existé dans les guerres entre la Bretagne et la France. On va Anne de Bretagne évidemment, ça c'est dans le premier album. Dans chaque album on aura une thématique différente et divers autres figures historiques qui viendront. Donc le premier album est vraiment autour des guerres de Bretagne et donc d'Anne de Bretagne en question. Donc ce sera un truc qui va revenir assez fréquemment. On parlera donc c'est sous François Ier. Dans le deuxième, on va parler donc d'Henri VIII. On va aller en Angleterre avec Anne Boleyn et compagnie.
Non, c'est vraiment une comme Michel adore l'histoire en règle générale et est très porté là-dessus. Il y a vraiment beaucoup d'anecdotes et de récits historiques qu'il a voulu intégrer dans cette histoire et c'est assez passionnant. Ouais. Vous savez en combien de tomes vous voulez porter la 7. série? On aura 7, ouais. Est-ce qui t'a valu toi qu'on te propose Est-ce que c'était les Lames d'Apretagne? Est-ce que c'est Oui, parce que c'est Elsa, mon éditrice sur les Lames d'Apretagne, qui m'a proposé ce projet-là chez Dupuis. Très bien. Bah écoute, je te remercie. Donc vous retrouvez l'album à la librairie Le Fayère. Donc Noé, tu me disais vers un peu avant 5h, tu seras en dédicace. Alors je sais pas très exactement. Je sais Ouais. que là je vais enchaîner sur une deuxième table ronde et après la deuxième table ronde, j'irai probablement faire un petit tour sur le stand de la Vilaine et je crois que c'est vers 16h40. Ah non, si c'est vers 16h40, je serai directement en fait D'accord. chez Le Fayère. Et donc vous pouvez retrouver donc le numéro 3 de la Vilaine. Oui. Est-ce qu'il y a encore un peu de numéro 2? Je sais que le numéro 1 normalement est quasiment épuisé, non? Épuisé. Est-ce qu'on a non, on n'a pas de numéro 2, on a que du numéro 3. Que numéro 3. Donc le meilleur à ce jour. Tout à fait. On est d'accord. Ah, Le mais- plus abouti éditorialement parlant, vous l'aurez compris. Signé par un grand nom en couverture de la bande dessinée franco-belge. Oui. Et donc vous retrouvez Loïc et Noé seront sur le stand. Donc vous aurez l'occasion de rencontrer donc une troisième membre, donc Marie Kerr, je ne me trompe pas. Voilà, donc qui est présente sur le stand aussi. Donc n'hésitez pas à passer les voir. En dédicace dans pas longtemps. Je me permets de préciser que pour ce qui me concerne, je suis aussi en dédicace pour une bande dessinée qui s'appelle London Venus, que je vous invite à découvrir donc dans la foulée, tant qu'à faire, chacun son tour la promo. Charité bien ordonnée, comme on dit. Et écoutez, je vous remercie d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci Loïc, merci Noé. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à venir découvrir la Vilaine. Et n'hésitez pas, si vous êtes amateur de bière notamment, il y a régulièrement des goodies à consommer avec modération, du meilleur goût proposé pendant les campagnes. Merci à toutes et tous et profitez bien du festival pour ce week-end. Merci.